Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale. Stanislas Dehaene, vous avez publié Apprendre les talents du cerveau, le défi des machines chez Odile Jacob et La plus belle histoire de l'intelligence chez Robert Laffont en compagnie de Yann Lecoin et Jacques Girardon. Est-ce que vous avez rencontré Emmanuel Macron, Stanislas Dehaene? Non. Vous avez en revanche rencontré plusieurs fois Jean-Michel Blanquer, puisque vous êtes président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Là, votre rôle est tout à fait officiel. Qu'est-ce que vous lui avez proposé jusqu'à aujourd'hui pour modifier les processus d'apprentissage, pour modifier ce qui ne tourne pas rond dans l'école en France? Écoutez, le conseil scientifique que je préside a plusieurs voies de recherche, plusieurs groupes de travail. L'un d'entre eux a réalisé un travail important. C'est toujours un rôle de conseil, hein, mais enfin en collaboration très étroite avec les services de l'éducation nationale. L'idée était de revoir les évaluations et les interventions précoces qui sont menées en CP et en CE1. Vous avez peut-être vu que tous les enfants en début d'année passent des tests. C'est pas nouveau d'ailleurs, ça a toujours été le cas depuis maintenant pas mal d'années, mais ces évaluations ont été revues pour correspondre à des mesures cognitives assez fines, enfant par enfant. Tout le but, c'est vraiment de pouvoir dire, voilà, on arrive à caractériser les besoins d'un enfant, une sorte de photographie de ce qu'il sait, de ce qu'il ne sait pas encore, des difficultés qu'il pourrait déjà avoir, de manière à y répondre extrêmement rapidement, et le faire dans ce but de réduction des inégalités dont on discutait tout à l'heure. Donc c'est l'une des actions. Il y a aussi la réflexion sur la formation des enseignants et la manière dont cette formation pourrait être enrichie par la connaissance des sciences cognitives, la réflexion aussi sur les pédagogies, les gestes pédagogiques, en particulier aussi pour éviter les biais cognitifs. Vous savez que les biais cognitifs, oui, parce que c'est les enfants s'appliquent à eux-mêmes toutes sortes de biais sociétaux. Les petites filles pensent qu'elles ne doivent pas faire des mathématiques ou des sciences de l'ingénieur. Les enfants des banlieues, que toute une série de métiers leur sont inaccessibles et que l'école ne les forme pas à ce dont ils auront besoin. Ce sont des biais cognitifs. Donc on peut lutter contre cette mauvaise image de soi, ce qu'on appelle la métacognition. En fait, nous emportons tous avec nous, dans notre tête, un modèle de nous-mêmes, et un modèle de nous-mêmes par rapport aux autres, un modèle de nous-mêmes en société. Et ce modèle se construit évidemment, parfois de façon inappropriée. On sait que les enfants français souffrent d'un déficit de confiance en soi, lié au fait que l'école est souvent un peu négative envers eux. Elle leur dit tu ne travailles pas assez, tu n'as pas de bonnes notes. Les notes jouent un rôle particulier dans cette affaire, parce que pour beaucoup d'enfants, elles sont une sanction, alors qu'elles devraient simplement être un guide sur ce qu'ils ne savent et ce qu'ils ne savent pas. Donc voilà, cette image de soi-même, on peut amener les enseignants par des gestes pédagogiques à la modifier chez les enfants. Mais alors, Stanislas Dehaene, aujourd'hui, donc, il y a eu un certain nombre d'expérimentations, de thèses, de contre-thèses aussi, parce que tous ces sujets sont largement controversés. Et alors, vous, semble-t-il, vous avez eu une école idéale, ou en tout cas une école qui vous paraît bien fonctionner, c'est la méthode Montessori. Celle-ci a été testée par une enseignante, Céline Alvarez, au travers d'une expérience qui elle-même a été controversée. Expliquez-nous en quoi cela pourrait représenter des pistes fructueuses pour vous, pour l'enseignement et pour la réforme du système scolaire, notamment pour les petits-enfants. Je ne parle pas du tout d'abord d'école idéale, hein, certainement pas. Mais je pense que l'approche scientifique, ça consiste à aller voir, regarder, expérimenter. Et chaque enseignant peut se transformer en expérimentateur. En l'occurrence, on a donc une jeune femme, Céline Alvarez, qui a obtenu l'autorisation dans une seule classe de maternelle, mélangée, tous les niveaux de maternelle, de mener une expérimentation avec une sorte de pédagogie Montessori revisitée, puisqu'elle avait inclus aussi des éléments Qu'est-ce que nouveaux. c'est la pédagogie Montessori? Alors, c'est un ensemble d'activités, mais l'idée, c'est de rendre l'enfant beaucoup plus autonome que dans une classe traditionnelle, avec notamment des activités pédagogiques individuelles que l'enfant peut choisir, qui vont lui être démontrées par l'enseignant. Donc c'est pas du tout la pédagogie de la découverte où on laisserait faire l'enfant ce qu'il veut, mais il choisit une activité, elle va lui être démontrée de façon très précise par l'enseignant, et ensuite il va la faire en autonomie. Et il va se choisir donc sa propre progression pédagogique. Alors évidemment derrière, l'enseignant contrôle, encourage et vérifie qu'il ne fait pas toujours la même activité. Donc il y a une diversité de propositions qui sont faites. Mais ce que j'ai vu, moi, c'est donc en moyenne section et en grande section de maternelle, les enfants qui avaient progressé à leur propre rythme, et c'est
été dans une banlieue, à Gennevilliers, dans une banlieue qui n'est pas facile, des enfants qui savaient faire des additions de nombres à 4 chiffres, par exemple, en comprenant ce qu'ils font dès la grande section de maternelle. Mais alors, justement, parce qu'on a dit que cette expérience fonctionnait parce que c'était une expérience et qu'elle bénéficiait donc d'un certain nombre de moyens, d'attention. Ça fait longtemps en psychologie sociale qu'on sait que si on fait une expérience avec des gens, ils seront valorisés parce que c'est une expérience. Oui, bien sûr. Et puis là, il y a une enseignante absolument passionnée qui a créé tout un système. J'incite fortement les gens à aller voir son site internet parce qu'il y a beaucoup de vidéos. Elle a vraiment... Mais alors sur les critiques adressées à ce système, non, mais la critique, évidemment, c'est est-ce qu'on peut généraliser ce système. Bon, on sait qu'il y a beaucoup d'écoles Montessori en France qui fonctionnent pas mal. Et qui sont plutôt pour des gens aisés. Non, mais je ne pense pas que ce soit nécessairement associé. C'est vrai qu'il y a un matériel Montessori, mais enfin, il n'est pas forcément très compliqué. Bon, là, il y avait eu, c'est vrai, un investissement particulier de l'école publique, mais je pense qu'on pourrait le généraliser sans trop de difficultés. Vous en avez parlé à Jean-Michel Blanquer ? Oui, on en parle, bien sûr. Et il y a beaucoup d'enseignants qui vont voir ces vidéos et qui peuvent s'en emparer. Moi, je crois beaucoup à l'expérimentation informée par les résultats des sciences cognitives. Donc là, l'information est là, les gens peuvent aller voir, c'est les gestes qui sont menés, ça n'est pas très compliqué, contrairement à ce qu'il dit, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour du matériel, c'est du matériel parfois extrêmement simple, et c'est simplement des gestes intéressants. Par exemple, vous allez dans cette classe maternelle, je le rappelle, vous avez la frise des nombres de 0 jusqu'à 1000. Tout autour de la classe, comme ça. Ça veut dire qu'on comprend la ligne numérique, qui est un concept que nous savons au niveau cérébral, c'est absolument fondamental pour la compréhension des nombres. Les petits-enfants de maternelle, ils sont exposés dès le départ, et ils progressent dans leur classe, dans la compréhension de ces nombres jusqu'à 1000. Voilà. C'est une espèce d'exigence, d'exposition à des concepts élevés, mais de façon extrêmement progressive au rythme de l'enfant. Mais alors, justement, parce que donc, vous êtes l'un des partisans, ardents défenseurs des sciences cognitives, ces sciences cognitives, elles sont de plus en plus à la mode. Elle considère, je vais le dire avec mes mots, qu'il y a des processus dans le cerveau communs à la totalité des êtres humains et que ceux-ci sont extrêmement puissants pour expliquer un certain nombre de processus. Il vient d'avoir un livre collectif d'ailleurs critique contre cette vision du monde. Ce livre s'intitule Le biais comportementaliste. Il y a un certain nombre de chercheurs, Henri Bergeron, Patrick Castel, Sophie Dubuisson, Jeanne Lazarus. Bref, il considère, Stanislas Dehaene, que derrière cette méthode qui se présente comme scientifique, il y a en réalité une idéologie. C'est pas un gros mot, l'idéologie, mais que vous développez finalement une forme d'autonomie, une forme de réussite pour les meilleurs, et que ça n'est pas cela finalement qui pourrait contrer les déterminants sociaux de la reproduction scolaire. La première chose à dire, c'est que au départ, nous avons pratiquement tous le même cerveau. Qu'on soit né en Seine-Saint-Denis ou qu'on soit né dans le 5e arrondissement, c'est le même cerveau de l'enfant avec cette extraordinaire puissance d'apprentissage que j'essaie de décrire dans mon livre. Nous n'avons pas actuellement d'ordinateur qui reproduise ces performances d'un tout petit enfant, et c'est vrai dans tous les milieux. Alors ensuite, moi je récuse cette idée que les aspects sociaux demande une analyse très différente de celle des sciences cognitives. Non. Les déterminants sociaux s'inscrivent dans les cerveaux des personnes. Les comportements cognitifs sont le résultat de cerveaux individuels, et nous avons un certain nombre de résultats en sciences cognitives qui sont intéressants pour comprendre ce phénomène social. C'est certain que, comme l'a dit Aristote, l'homme est un animal social. Mais nous le voyons dans des expériences de sciences cognitives. Par exemple, lorsqu'un enfant apprend, dans le livre, je montre ces expériences absolument fascinante où l'apprentissage change du tout au tout, suivant que l'adulte regarde l'enfant dans les yeux ou pas avant de lui enseigner quelque chose. Il suffit, c'est un changement minimal, expérimental, mais très intéressant, si l'adulte regarde l'enfant dans les yeux avant de lui enseigner, l'enfant comprend qu'il s'agit d'un geste pédagogique spécial et va généraliser beaucoup plus ce qu'il a appris. Donc voilà, on commence tout juste, et les sciences cognitives sont balbutiantes, on commence tout juste à comprendre comment l'environnement social change l'apprentissage dans un cerveau qui est fondamentalement individuel. Mais alors, je vais vous le dire autrement, Stanislas Dehaene. S'il y avait un enseignement à tirer, il y en a une multitude, mais des recherches en sociologie, je ne parle pas de la science cognitive, je dirais que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets.
Et on a l'impression que pour les cognitivistes, et vous êtes un cognitiviste, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce qu'il n'y a pas là une manière d'universaliser? Alors c'est réjouissant, ces périodes où on sépare les êtres humains, c'est réjouissant de rencontrer un universaliste comme vous. Mais est-ce que finalement cet universalisme-là, il est bien efficace pour comprendre notamment les systèmes d'apprentissage? Les phénomènes humains sont complexes, ça je ne vais pas vous dire le contraire. Et dès qu'il s'agit de plusieurs humains ensemble, il y a une dynamique extrêmement complexe. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tenter de la modéliser par des phénomènes relativement simples. Il y a d'ailleurs récemment un collègue, Guy Terrolas, qui nous montrait comment le comportement des foules, qu'il s'agit de foules humaines ou animales, peut être modélisé par des équations relativement simples. Donc je ne pense pas qu'il faille toujours avoir ce postulat de la complexité. Le propre de la science, c'est essayer de regarder les choses en face et d'essayer de voir s'il n'y a pas du simple qui se cache derrière des phénomènes complexes. Et souvent, on trouve... Pardonnez-moi, mon postulat n'était pas la complexité, mais la diversité. C'est-à-dire qu'il y a dans les comportements humains, par exemple par rapport à la cruauté, par rapport à la méchanceté, bref, des comportements qui relèvent de pathologies sociales, je le dis vite, on voit bien que finalement, on n'est pas égaux, on n'est pas équivalent, bref, qu'il y a une diversité de comportements et peut-être que les sciences cognitives aplatissent cette diversité de comportements. Bon, c'est une critique intéressante. C'est vrai que je crois que les sciences cognitives s'intéressent avant tout à ce qu'il y a de commun dans l'humanité. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on trouve tant de choses communes. Nous avons tous en nous ce potentiel de violence. Nous avons tous en nous ce potentiel de dépression. Un tiers d'entre nous connaîtront une dépression au cours de la vie. Les maladies psychiatriques sont au sein de chacun d'entre nous. Je ne sais pas si vous connaissez ces études qui, là, relèvent plus des neurosciences, dans lesquelles, vous savez, il y a des patients parkinsoniens qui ont des électrodes dans le cerveau pour des moyens thérapeutiques, pour compenser les mouvements anormaux qui se produisent dans la maladie de Parkinson et restaurer les mouvements normaux. Mais dans une de ces vidéos, on voit une personne strictement normale, à part son Parkinson, stimulée avec une électrode profonde, sombrer dans une dépression en 10 secondes. Nous avons ça en chacun d'entre nous. Certains circuits cérébraux peuvent nous faire plonger, ou au contraire nous remonter, simplement parce que nous sommes constitués de cette organisation cérébrale très particulière qui, en particulier, nous incite à apprendre. Voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Nous avons tous cela en nous. N'étouffons pas ce potentiel qui est là chez chacun des enfants. Alors, il ne faut surtout pas l'étouffer, mais vous citiez Rousseau tout à l'heure. Chez Rousseau, par exemple, la faculté d'un être humain de se générer lui-même, de se choisir, d'être du côté de la culture et pas du côté de la nature, ce côté-là existe. Est-ce que finalement, en investissant dans les sciences cognitives, on ne va pas étouffer ce côté-là de l'enfant, de l'adulte ? Je ne vois pas du tout pourquoi. Mais je pense que c'est vrai que les sciences cognitives sont balbutiantes. En ayant un point de vue très behavioriste, très... non, mais on a complètement dépassé le behaviorisme. Donc ça, je pense que là, vraiment, on peut récuser... Le behaviorisme, c'est juste pour l'expliquer aux auditeurs, l'idée selon laquelle on aurait donc dans le comportement humain un certain nombre de comportements provoqués par des inputs, comme on le dit. Oui, alors cette idée de stimulus-réponse. Voilà, le cerveau serait soumis à des stimuli et produirait des réponses. C'est une idée qui est complètement récusée à l'heure actuelle. Et bon, je suis d'accord avec vous que les sciences cognitives ne sont pas encore très avancées, mais quand même, elles considèrent de façon certaine qu'il y a des modèles mentaux complexes que nous emmenons avec nous en permanence, qui tournent dans notre tête en l'absence de tout stimulus, en l'absence de toute réponse. Et enfin, je dirais que c'est même la découverte principale des sciences cognitives que d'avoir montré que dès le plus jeune âge, chez le tout petit enfant, puisque je parle beaucoup quand même du petit enfant dans ce livre, c'est là qu'on connaît beaucoup de choses, à 1 an de vie, avant même de parler, les enfants sont déjà en train de développer ces modèles mentaux, y compris, effectivement, des modèles de la culture qui les environnent et des modèles sociaux. Mais tout ceci s'inscrit, bien entendu, dans leur cerveau. Hakim Kasmi. Alors, Stanislas Dehaene, on l'entend depuis l'arrivée de Jean-Michel Blanquer au ministère, il y a cette volonté de mettre en place dans l'enseignement les sciences cognitives, ce qui mène à une fronde d'une partie des enseignants. Qu'est-ce que vous répondez à ces enseignants qui disent que oui, certes, le Montessori, c'est intéressant, mais cela peut provoquer des difficultés d'apprentissage dans le sens où on va faire des exercices qui n'ont rien à voir avec les programmes et que du coup, les enfants les plus défavorisés, par exemple, qui n'ont pas le bagage culturel de par leur milieu social, pourraient être ensuite en échec pour poursuivre leurs études, notamment au collège. Je pense que c'est tout à fait vrai que l'école doit être une sorte de sanctuaire, d'abord
pour la violence, comme on l'a dit au tout départ, mais aussi pour permettre aux enfants de trouver dans le milieu scolaire ce qu'ils ne trouvent pas forcément chez eux. Mais précisément, ça veut dire s'adapter aux besoins des enfants. Et donc, par exemple, alors, lorsque nous menons avec l'ADEP ces tests de début d'année, ce qu'on appelle les repères qui permettent de voir quels sont les besoins des enfants, eh bien, on s'aperçoit qu'en début de CE1, alors que donc les enfants ont une année de CP, il y en a un certain nombre d'entre eux qui ont des scores de lecture qui sont très faibles. Oui. Je vous donne un exemple extrêmement concret. Il y a, je crois, si c'est 11% des enfants qui n'arrivent pas à lire plus d'un mot toutes les 4 secondes. Et on parle d'un mot de 2 lettres. La, de, des, du. Donc, autrement dit, ils n'ont pas appris à lire. Eh bien, il ne faut pas se résigner, mais le fait de détecter que ces enfants vont avoir des besoins particuliers au début de CE1, le fait que l'enseignant va avoir un portrait de sa classe pour pouvoir dire ces enfants-là, ils ont des besoins particuliers, pour moi, ça veut dire arrêter la tyrannie des programmes. Ces enfants-là, ils ont beau être en CE1, ils ont besoin qu'on revienne en arrière vers les fondamentaux de l'apprentissage de lecture qui ne leur ont pas été donnés au niveau du CP. Et ça n'est pas grave. Il y a le cycle 2 qui permet totalement de les rattraper, si je puis dire, et de les aider un par un. C'est ça aussi les sciences cognitives, c'est arriver à détecter les besoins d'un enfant particulier. Ils sont tous sur la même trajectoire, mais ils ne sont pas tous au même degré d'avancement. Et puis alors, vous êtes moins royaliste que le roi en matière d'écran, puisque vous considérez que l'obsession des écrans est absurde. Je faisais un clin d'œil parce que Jean-Michel Blanquer a considéré qu'il fallait bannir les téléphones portables de l'école. Vous considérez que les écrans peuvent avoir un rôle dans l'apprentissage. Expliquez-nous pourquoi, Stanislas. Mais bien sûr, oui. Parce qu'il faut discuter du contenu. Ce que Jean-Michel Blanquer a essayé de faire, c'est d'éviter la distraction un peu stérile, on le sait tous, hein, l'addiction qu'il peut y avoir à regarder Twitter, à regarder les vidéos, etc. Par contre, l'écran lui-même peut être le véhicule, comme le papier, et je pense que ce sera le nouveau véhicule de très nombreux contenus pédagogiques. Au laboratoire, nous développons par exemple le jeu La course au nombre et l'attrape-nombre, que les gens peuvent trouver sur Internet, qui sont des jeux conçus sur la base des sciences cognitives pour une progression pédagogique dans le domaine de la numération. Et là, il y a un usage pédagogique des écrans qui n'est d'ailleurs pas du tout exclu des écoles, hein, dans l'approche de Jean-Michel Blanquer. Au contraire, l'idée, c'est qu'il puisse y avoir des tablettes ou des ordinateurs, mais dans un but exclusivement pédagogique. Hakim Kasmi. C'est un peu le principe de la pédagogie inversée qu'on voit à titre expérimental dans certains établissements, avec en effet l'usage des écrans, de l'informatique, pour avoir un côté plus ludique et intéresser des fois un peu plus les élèves. Oui, et c'est vrai particulièrement pour l'apprentissage des langues. On n'en parle peut-être pas assez, mais dans le livre, je décris aussi cette extraordinaire plasticité précoce du cerveau qui fait que dans les petites années de la vie, les enfants absorbent une langue sans aucune difficulté. Alors on sait que la connaissance de l'anglais en particulier a progressé chez les jeunes en France, et l'une des raisons semble être que les jeunes ont accès beaucoup plus direct à une sorte d'immersion dans la langue anglaise par des vidéos, par des films qui sont en version originale. Ça peut être une manière tout à fait ludique et utile, et peut-être autant à la maison qu'à l'école, d'avoir cet effet d'immersion. Parce que les recherches sont extrêmement claires, hein. Dans le livre, je montre ces courbes. Lorsqu'on est immergé dans une langue étrangère, ne fût-ce que pendant un mois, l'effet d'apprentissage de la langue est beaucoup plus intense que si on a quelques heures par semaine. Mais il y a aussi, alors là pour le coup, une égalité de l'âge, apparemment, dans les capacités d'apprentissage de langue. Là, malheureusement, ça c'est très clair au niveau cérébral, et il faut s'y résigner, nous qui avons passé la puberté. Il y a une courbe qui est maintenant très bien établie de baisse progressive de la plasticité cérébrale pour l'apprentissage du langage, et avec une chute assez nette au niveau de la puberté. Voilà. Comment vous l'expliquez ? Alors, il faut descendre au niveau neurobiologique. Il y a une sorte de fermeture de la plasticité cérébrale. Vous savez que la plasticité cérébrale s'est fondée sur le fait que les synapses, les points de contact entre les neurones, sont des éléments mobiles. On les voit littéralement bouger. Maintenant qu'on a des méthodes optiques, on voit ces synapses gigoter, se répliquer, au contraire se rétracter. Et cette plasticité-là, cette mobilité, elle diminue à mesure que les neurones s'entourent d'une sorte de gang qui les empêche de bouger. Et alors, justement, parmi vos découvertes et parmi les champs de recherche que vous avez explorés, Stanislas Dehaene, vous avez fait beaucoup d'observations du cerveau. Quelles sont aujourd'hui les découvertes qui vous paraissent les plus intéressantes parmi les processus d'apprentissage, ou bien parmi les connaissances pures que l'on peut avoir sur le cerveau? Expliquez-nous en quoi la recherche a progressé rapidement dans ce champ.
Il y en a tellement, hein, c'est compliqué. Il y a une idée qui m'est chère que j'ai introduite, c'est celle de recyclage neuronal. C'est-à-dire, nous avons observé des apprentissages scolaires, beaucoup l'apprentissage de la lecture, mais aussi pas mal l'apprentissage des mathématiques, y compris récemment une expérience où on a scanné de grands mathématiciens et pour regarder quels sont les circuits qu'ils utilisent lorsqu'ils font des mathématiques de très très haut niveau. Et systématiquement, on voit d'abord que tous utilisent des circuits reproductibles. Nous avons tous en nous un circuit de la lecture, un circuit des mathématiques. Qu'est-ce que c'est un circuit reproductible? Ça veut dire que si je scanne votre cerveau, je vais voir une région pour la lecture, par exemple, qui s'appelle l'aire de la forme visuelle des mots, que nous avons tous et qui est située au même endroit dans tous les cerveaux à 5 mm près. C'est ça qu'on veut dire par reproductif d'une personne à l'autre. Pareil, quand un grand mathématicien fait des mathématiques, il réutilise les mêmes régions qui sont présentes chez tout le monde et qui nous servent au départ à faire des petits calculs ou à comprendre simplement qu'il y a 3 objets dans le monde extérieur et pas 4. Donc le recyclage neuronal, c'est l'idée que les apprentissages culturels construisent sur des circuits universels qui sont présents chez tous, mais qui peuvent se différencier plus ou moins en fonction de l'éducation qu'on reçoit. Mais alors comment vous expliquez ça, Stanislas Dehaene? Parce que on se dit finalement que, quelles que soient d'ailleurs les orientations philosophiques religieuses que l'on a en soi, l'être humain n'a pas été créé pour faire du calcul, pour lire. Comment explique-t-on qu'il y ait des aires du cerveau spécialisées? C'est vraiment une belle question. Ce qu'on pense, c'est qu'il y a eu une évolution du cerveau pour une autre fonction et qu'ensuite, il y a une sorte d'exaptation, de recyclage. Donc, on va réutiliser un circuit qui servait à autre chose, mais une fonction proche. Donc, dans le cas, par exemple, de la lecture, certainement, nous n'avons jamais évolué pour recevoir le langage par les yeux. Le langage, typiquement, arrive par la modalité auditive. Et là, il y a sans doute eu une évolution particulière de l'espèce humaine, une adaptation à la production du langage par la modalité verbale, mais orale. Mais dans le cas de la lecture, eh bien, nous prenons un circuit qui nous sert à nommer les objets, et peut-être particulièrement les objets et les visages qui occupent des régions très proches dans le cerveau. Et on réoriente une partie de ce circuit pour nommer ces formes bizarres qui sont celles des lettres. Voilà. Donc nous voyons littéralement dans le cerveau une région grossir en réponse aux lettres, et la région juste à côté, qui est celle des visages, est en quelque sorte bloquée dans sa croissance, et elle va aller se développer dans l'autre hémisphère qui est l'hémisphère droit. Mais il y a des choses que le cerveau humain réussit et que nos cousins proches, comme par exemple le singe, si j'ai bien compris, eh bien le singe, vous avez beau essayer de lui faire apprendre des mots, alors on dit qu'après d'intenses efforts, on réussit à peu près à lui faire... oui, ça ne va pas très loin. Pourquoi? Eh bien, c'est peut-être la grande question, c'est ce que j'appelle celle de la singularité humaine. Il y a un seuil qui a été franchi dans l'évolution du cerveau humain. C'est pas seulement un seuil de taille du cerveau, clairement la taille du cerveau joue un rôle, mais l'architecture du cerveau s'est modifiée pour nous permettre, dans mon hypothèse, d'avoir une sorte de langage de l'esprit. Nous sommes la seule espèce à formuler nos apprentissages sous une forme explicite, dans une sorte de langage intérieur, mais qui peut aussi être communiqué avec d'autres. Et il y a donc un traitement symbolique de l'information qui est très différent de celui des machines. On discute de ça, d'ailleurs, dans les 2 livres que je présente. Apprendre chez Odile Jacob et La plus belle histoire de l'intelligence chez Robert Laffont. Voilà, parce que j'ai beaucoup discuté avec Yann Lequin, qui est un spécialiste d'intelligence artificielle, et nous sommes d'accord qu'il manque énormément de choses au réseau de neurones de l'intelligence artificielle contemporaine. C'est-à-dire ? Ils n'ont pas cette capacité de formuler les connaissances de façon explicite. Il y a de beaux apprentissages dans les réseaux de neurones. Par exemple, le jeu de Go a été résolu de façon magnifique par des réseaux de neurones artificiels, mais ces réseaux ne sont pas capables d'exprimer ce qu'ils ont appris et de le généraliser dans des conditions nouvelles. Alors que nous, et je prétends même un tout petit bébé, nous avons cette capacité de faire de la science dès le départ. Les bébés sont des scientifiques en herbe. Ils font des découvertes et ils les formulent explicitement dans leur langage mental. Mais il y a chez certains de vos confrères ou dans d'autres recherches, par exemple celle de Yuval Noah Harari dans Homo Deus, il explique que ce qui distingue véritablement le cerveau humain du cerveau, je mets ça entre guillemets, d'une machine, c'est par exemple qu'une machine n'a pas d'émotion. Quel rôle jouent les émotions dans les processus d'apprentissage, Stanislas Dehaene? Les émotions font partie intégrante de la cognition. Nous ne faisons plus d'ailleurs cette différence. Il y a un calcul des émotions. Les émotions jouent des rôles très spécifiques. Par exemple, j'ai mentionné le rôle de l'attention dans la sélection des informations pertinentes. Eh bien, il y a un rôle particulier des circuits de l'acétylcholine et de la dopamine dans le cerveau pour dire
c'est un événement crucial qui vient de se produire, donc faire attention maintenant, imprimer maintenant cette information en mémoire. Alors évidemment, les machines auront la même difficulté. Moi, je ne crois pas qu'il y aura une différence fondamentale. Dans les machines du futur, il faudra avoir des systèmes émotionnels qui signalent quand faire attention, à quoi faire attention. Préparer la machine, par exemple, l'émotion de peur, c'est un signal qui nous prépare à des difficultés futures. On détecte qu'il y a une situation dangereuse et tout l'organisme, le corps comme le cerveau, va être mobilisé par cette émotion de peur. Ce sont des calculs qui sont utiles à la machine cérébrale. Et lorsque vous travaillez sur le cerveau, parce que donc le cognitivisme est très à la mode aujourd'hui, il y a aussi une autre discipline ou un autre champ de recherche qui est très à la mode, c'est l'épigénétique. Autrement dit, l'idée selon laquelle il y aurait une incidence sur les gènes, à la fois de l'environnement, de l'évolution des êtres humains. Est-ce que vous pensez justement que cette spécialisation des aires du cerveau pour le langage, pour la lecture, eh bien, elle est liée à une évolution de l'espèce? Que sait-on aujourd'hui à ce sujet, Stanislas Dehaene? On en sait encore trop peu, malheureusement. C'est extrêmement intéressant, parce que vous savez qu'on a maintenant le génome humain, mais on a aussi le génome de Denisova, de Néandertal et bien sûr du chimpanzé. Donc on peut commencer à faire ces comparaisons sur le plan génétique, et on découvre qu'il y a effectivement des gènes ou des variantes de gènes tout à fait particulières qui sont apparues. Récemment, il y a une description par exemple d'un gène qui a été tripliqué au cours de l'évolution humaine. Donc il y a eu plusieurs copies nouvelles qui sont apparues, et on peut mettre cela en relation avec l'apparition de compétences particulières. Donc nous en sommes vraiment au tout début de cette recherche sur les fondements génétiques de la singularité du cerveau humain, mais il est tout à fait clair que certains mécanismes de l'apprentissage ont changé profondément dans notre cerveau. La curiosité dont on parlait tout à l'heure a sans doute changé également. Nous avons vraiment une curiosité beaucoup plus profonde que les autres espèces. Il n'y a que l'espèce humaine qui va se passionner par exemple par la découverte de fourmis ou par le fait de regarder la Lune et de faire de l'astronomie. Vous voyez, ça n'a aucun impact sur notre vie quotidienne, mais notre cerveau est ainsi fait qu'il s'est ouvert à une sorte de curiosité universelle, épistémique, tenter de comprendre tous les phénomènes de la nature autour de nous. Et c'est ça qui a permis à notre espèce de s'échapper d'Afrique, de s'adapter à n'importe quel milieu. Nous n'avons plus d'autres milieux écologiques que l'apprentissage et la culture. Mais alors, si un gène s'est tripliqué, si il y a eu des évolutions en cours, et si l'épigénétique dit vrai, Stanislas Dehaene, est-ce que dans ce couple que l'on forme avec la machine, puisque aujourd'hui on est entouré de prothèses à des degrés divers, est-ce que vous pensez que le cerveau peut être en train de se modifier, de s'adapter justement aux nouvelles conditions de son travail? Il le fait en permanence à l'école et dans la petite enfance, et il continue de le faire d'ailleurs à l'âge adulte. La plasticité ne se ferme pas totalement, bien entendu, particulièrement dans les domaines les plus élevés du savoir. Donc on perd la capacité de parler une langue sans accent, mais on ne perd pas la capacité de maîtriser le vocabulaire ou les concepts d'une langue étrangère. Alors l'apport de la machine, ça va être très intéressant de voir comment le cerveau et la machine vont se compléter l'un l'autre. Le cerveau, malheureusement, l'évolution biologique est assez lente, beaucoup plus lente que celle de l'évolution des machines. Mais on pourra imaginer, comme on l'a déjà avec le téléphone portable, par exemple, une sorte de complémentarité entre le cerveau et la machine. Pour l'instant, il y a beaucoup de phénomènes que notre cerveau fait encore, beaucoup de calculs que notre cerveau fait bien mieux que les machines actuelles, et notamment dans ce qui est vraiment le niveau de la réflexion symbolique. On ne s'est pas encore limité dans les machines. Mais s'il nous manque un certain nombre d'opérations de base, je pense tout simplement aux opérations, par exemple, de calcul mental, si on délègue... Ça, c'est déjà fait depuis longtemps. Mais alors, dans ce cas-là, est-ce que ça ne va pas, à terme, détériorer nos capacités cognitives, Stanislas Dehaene? Je n'en suis pas sûr, mais c'est un point de vigilance, absolument, et c'est un point sur lequel il faut qu'on continue de mesurer les performances du cerveau. Est-ce que le fait d'utiliser un GPS, par exemple, modifie nos compétences spatiales? Je pense qu'il y a du pour et du contre. On n'a jamais vu autant de cartes dans notre environnement, et bien entendu, la présence de ces cartes va aider à développer nos capacités. Mais pour le savoir, la seule approche, c'est l'approche scientifique, c'est de mesurer l'évolution des compétences humaines. Stanislas Dehaene.